comme nous l'avions bien vu, nous sommes en train de poursuivre trois grands objectifs. Le premier, c'est d'établir les équations différentielles qui régissent le problème. Le deuxième, c'est de résoudre ces équations différentielles afin d'obtenir l'inconnu principal qui est le champ de déplacement. Et le troisième, c'est de déterminer les inconnus secondaires qui sont les contraintes généralisées ou les forces internes qui naissent dans la structure, de telle sorte que, à l'issue des résultats du cours des calculs des structures 2, normalement, on peut dimensionner la structure avec les données de déformation ainsi que celles des efforts intérieurs. Alors, et nous avions dit que dans le premier chapitre qui concerne la théorie complète des plaques, ça veut dire l'étude des plaques minces, disons des plaques épaisses, nous avons trois grands outils que nous allons exploiter pour être en mesure d'établir les équations différentielles qui régissent le problème. Et nous avions parlé de trois grands types d'équations. Le premier type d'équation, c'est ce qu'on appelle les équations de la cinématique. Le deuxième, ça sera les équations d'équilibre. Et en fin de compte, nous aurons ce qu'on appelle les lois de comportement. Alors, nous avions passé vraiment beaucoup de temps à exploiter ce premier point parce qu'il était très important, non seulement parce qu'il nous a permis de comprendre ce que nous sommes en train de faire, mais aussi et surtout, il nous a permis de poser les bases de toutes les études que nous allons faire par la suite. Alors, un autre élément très important que nous avions eu dans cette première partie consacrée à la cinématique, c'est que nous avions vu que lorsque une structure est chargée, elle se déforme de telle sorte que les composantes de la déformation de la structure peuvent se grouper en trois catégories. La première catégorie qu'on appelle les déformations de membrane, qui concernent les déformations de la structure dans le plan même du feuillet moyen. Le deuxième type de déformation, c'est qu'on appelle les déformations de courbure, qui concernent les déformations qui résultent de la courbure de la structure. Et le troisième type de déformation qu'on a appelé les déformations de distorsion transverse, qui sont les déformations qui sont dues à, disons, qui sont dues aux déformations dans le plan perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Donc, il y a déformation dans le plan du feuillet moyen, qu'on appelle déformation de membrane, et dont l'action, c'est soit l'allongement, le rétrécissement, ou bien même le cisaillement dans le plan du feuillet moyen. Un deuxième type de sollicitation, disons les déformations, ce sont les déformations de courbure. Si nous appelons ça l'axe des X1, ça c'est la flexion dans la direction des X1. Vous connaissez la flexion. Si ça c'est l'axe des X2, ça c'est la flexion dans la direction des X2. Alors si ça c'est l'axe des X1, ça c'est la torsion dans la direction de X1, et ça c'est la torsion dans la direction de X2. Vous savez ce qu'on appelle la torsion. Généralement, c'est pour les structures en barre que la torsion se comprend très facilement. Donc, l'effort, le moment qui tend à tordre la structure, c'est ce qu'on appelle la torsion. Tandis que la flexion se présente comme ceci. Mais pour ce qui concerne la poutre, c'est dans une seule direction. Mais ici, nous sommes dans une plaque où les déformations sont dans toutes les deux directions. Ou si nous avons une plaque comme ceci, il y aura une déformation dans ce sens. Ça, c'est la
flexion dans la direction de x1, ça sera la flexion dans la direction de x2, ça c'est la torsion dans la direction de x1, et ça c'est la torsion dans la direction de x2. Normalement, pour les structures de génie civil, on évite la torsion qu'on étudie pas souvent, sauf généralement lorsque vous avez ce qu'on appelle les ponts courbes ainsi que les ponts courbes et les ponts biais. À ce moment-là, il y a beaucoup de torsions qui se créent dans la structure et on est obligé de les considérer. Mais quand on se concerne les autres structures de génie civil, telles que les plaques que nous allons voir, même les coques, nous allons généralement négliger l'effet de la torsion et nous concentrer sur l'effet de la flexion. Mais ici, la flexion concerne deux directions, une direction dans l'axe des X1 et une direction dans l'axe des X2. Alors, pour ce qui concerne la pratique par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, considérons par exemple cette dalle ici, c'est pas ce moment elle tient, mais si elle pouvait se déformer et qu'on voit comment elle se déforme, vous allez voir qu'elle va fléchir dans cette direction. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexion dans la direction de X1, par exemple. Si on appelle dans l'axe de X1, elle va aussi fléchir dans ce sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexion dans la direction de X1, de X2. Donc, la plaque ici va fléchir pratiquement dans deux sens. Mais si vous considérez une plaque, par exemple une dalle, dont une dimension est de loin supérieure à l'autre, vous allez vous rendre compte que si la dalle est appuyée sur des poutres, si elle peut arriver à fléchir, elle va fléchir juste comme ceci, dans une seule direction. C'est pourquoi on va dire qu'il y a des dalles qui travaillent dans un seul sens et des dalles qui travaillent dans deux sens. Mais dans le cas de ce que nous sommes en train de faire, nous allons considérer le cas général où la plaque travaille dans tous les deux sens. Donc ça, c'est l'essentiel vraiment par rapport à tout ce que nous avons déjà vu. Voyons maintenant, oui. Oui. Non, ce n'est pas par rapport à la montée ou à la descente de la flèche. C'est par rapport à la déformation par rapport aux deux directions. Tu vois, si on étudie la plaque comme ceci, nous avons une première direction dans le plan de la plaque et une deuxième direction, n'est-ce pas? Alors, normalement, si cette plaque pouvait fléchir, elle va fléchir telle que la flexion va concerner une première direction et l'autre. À ce moment-là, on va dire que la plaque travaille dans deux sens. Mais si vous avez une plaque qui est appuyée sur des poutres et dont une dimension est de loin supérieure à l'autre, vous allez vous rendre compte que la plaque va fléchir comme ceci et pas dans l'autre sens. À ce moment-là, on va dire que la plaque travaille dans un seul sens. Et normalement, travailler dans un ou dans deux sens, la norme a réglementé en fonction des rapports entre les différentes portées. Lorsque le rapport entre les différentes portées, les rapports entre la petite et la grande portée est inférieur ou égal à 0,4, on dit que la dalle travaille dans un seul sens, tandis que lorsque le rapport entre les portées est supérieur à 0,4, on va dire que la dalle travaille dans deux sens. Et donc, vous allez vous rendre compte que, en généralité ou en globalité, la dalle travaille dans deux sens lorsque les deux dimensions des portées sont plus ou moins dans des ordres de grandeur proches d'un. Plus une portée devient de loin supérieure à l'autre, plus la dalle travaille dans un sens. Et elle va travailler dans le sens de la petite portée. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ils estiment que peut-être c'est la grande portée où la dalle travaille. De telle sorte que si vous avez une dalle où une portée est inférieure à l'autre, s'il faut armer la dalle, il faut l'armer beaucoup plus conséquemment dans la direction de la petite portée. Donc, les grosses armatures doivent aller plutôt dans la direction de la petite portée, tandis que les petites armatures vont aller dans la direction de la grande portée. Oui.
Oui, c'est généralement pour la dalle pleine. Alors, nous avons maintenant le deuxième point dans l'étude théorique de cette plaque épaisse. C'est ce qu'on appelle les équations d'équilibre. C'est les points 1, 2. Oh, les trucs-ci ne fonctionnent plus. Ah, la lumière est partie. Alors, c'est la raison pour laquelle on a dit que vous devriez avoir aussi le fichier. Je l'ai déjà donné à ceux qui ont leur machine. Et ceux qui n'ont pas de machine, vous serez obligés d'imprimer. Donc, si vous allez ici, on n'était pas en train de numéroter les pages, mais plutôt les feuilles. Vous voyez la feuille numéro 5. Vous êtes à la feuille numéro 5. Alors, prenez la feuille suivante, la feuille donc, disons la page maintenant, les versos de cette feuille. Le premier titre est là, c'est 1, 2, équation d'équilibre, équation au pluriel. Alors, pour ce qui concerne les équations d'équilibre, nous avons ici un élément de plaque. OK, vous le retrouvez, un élément de plaque. Et nous avons le système d'axes X1 et X2 qui sont dans le plan du feuillet moyen et la direction de X3 qui est la direction perpendiculaire aux deux directions. Oui, vous avez aussi la possibilité de mettre ça dans le téléphone et de suivre à partir du téléphone, n'est-ce pas? Alors, si vous avez des téléphones Android, alors, un élément très important ici, c'est de noter la direction des éléments du tenseur de contrainte. Alors, nous venons présenter les tenseurs de déformation. Il y a aussi ce qu'on appelle le tenseur de contrainte qu'on note sigma ij. Encore une fois, quand on note sigma ij, I indique le numéro de la ligne et J indique le numéro de la colonne. Mais cela a un sens physique très impressionnant. Regardez bien le disons, le morceau de coque que je viens, disons, des plaques que je viens de dessiner ici. Si vous considérez l'axe X1 et que vous preniez la facette perpendiculaire à l'axe des X1, vous l'avez retrouvé, la facette perpendiculaire à l'axe des X1, vous aurez les contraintes sigma 1,1, sigma 1,2 et sigma 1,3. Si vous considérez la facette perpendiculaire à l'axe des X2, vous aurez les contraintes sigma 3,1, sigma 3,2 et sigma 3,3. Vous avez retrouvé ça? Alors, quel est le sens maintenant de la contrainte sigma ij? Sigma ij, c'est tout simplement la contrainte sur la facette perpendiculaire à l'axe xi dans la direction de xj. Allez regarder par exemple la facette perpendiculaire à l'axe des x1. Quand on dit facette perpendiculaire à l'axe des x1, ça veut dire que le premier indice sera 1. C'est ainsi que si vous considérez sigma 1,1, c'est la contrainte sur la facette perpendiculaire à l'axe de x1, mais dans la direction de x1. Si vous prenez sigma 1,2, c'est la contrainte sur la facette perpendiculaire à l'axe des x1, mais dans la direction de x2. Si vous prenez la contrainte sigma 1,3, c'est la contrainte sur la facette perpendiculaire à l'axe de x1, mais dans la direction de x3. Donc, la même chose, si vous prenez la facette perpendiculaire à l'axe de x1, sur la facette perpendiculaire à l'axe des x2, si vous prenez la facette perpendiculaire à l'axe des x2, vous allez prendre sigma 2,1,
ça sera la contrainte sur la facette perpendiculaire à l'axe des x1, mais dans la direction des x1. Si vous prenez sigma de 2, c'est la contrainte sur la direction perpendiculaire à l'axe des x2, mais dans la direction des x2. Et si vous prenez sigma de 3, c'est la contrainte dans la direction perpendiculaire à l'axe des x2, mais disons sur la facette perpendiculaire à l'axe des x1, des x2, mais dans la direction des x3. Si vous prenez la facette perpendiculaire à l'axe des x3, c'est plus ou moins la même logique. Alors, normalement, nous savons qu'en mécanique de milieu continu, l'équation d'équilibre, c'est divergence de sigma plus FV égale à 0. Avec sigma, les tenseurs des contraintes, et F indice supérieur V, c'est la densité volumique des charges de volume. Les charges de volume, ça sera le poids. Les charges de volume, ça sera par exemple une force due à un champ magnétique. Tandis que les forces, l'autre type de force, ce qu'on va appeler les forces de surface, ça veut dire les forces qui s'appliquent sur les frontières d'une structure. Alors, et sous forme indicielle, cette relation va s'écrire sigma IJJ plus FI égale à 0. Alors, normalement, ça c'est un moyen pour établir les équations d'équilibre, mais nous allons nous passer de cette relation pour établir les équations d'équilibre à partir de ce qu'on appelle les théorèmes des travaux virtuels. Le théorème des travaux virtuels, c'est un théorème très puissant en calcul des structures que nous utilisons vraiment presque partout. Parce que pour ceux qui ont fait par exemple le cours de calcul des structures 1, vous allez vous rappeler que nous utilisons le théorème des travaux virtuels dans la méthode des forces. La méthode des forces est une extension du théorème des travaux virtuels. Il y a ce qu'on appelle le théorème de la force unité. C'est une extension du théorème des travaux virtuels. Il y a la méthode qu'on appelle la méthode des déplacements. C'est une application du théorème des travaux virtuels complémentaires. Alors, pour ceux qui ont fait, quand nous allons faire le cours de calcul plastique, vous allez vous remarquer aussi que ce théorème va beaucoup intervenir. Pour ceux qui font de l'analyse dynamique des structures, ce théorème intervient beaucoup pour l'établissement des équations d'équilibre. En fait, ce qui fait que l'on aime beaucoup plus le théorème des travaux virtuels par rapport aux autres théorèmes en calcul des structures, c'est que c'est un théorème qui a un sens physique plus facilement appréhendable. Quand on parle des travaux, des forces, on peut les sentir. Quand on parle des travaux de forces extérieures, intérieures et tout, c'est vraiment des termes qui sont très clairs et qui ont des valeurs physiques qu'on peut appréhender facilement. Tandis que, bon, lorsqu'on donne par exemple divergence de sigma plus F égale 0, bon, sigma, c'est un être mathématique qui ne renseigne pas trop sur sa compréhension physique. Il est plus décalé de sa compréhension physique. Mais quand nous faisons les théorèmes des travaux virtuels, quand on parle d'un travail, c'est une force fois un déplacement, ou bien c'est un moment fois une rotation, et vraiment c'est plus clair. Donc, le théorème des travaux virtuels, il stipule quoi? Il stipule que la somme des travaux de force intérieure est égale à la somme des travaux de force extérieure dans un système en équilibre, mais qui est soumis à un champ de déplacement virtuel. C'est pourquoi on l'appelle théorème des travaux virtuels. Il dit tout simplement que si vous avez un système en équilibre, soumis à l'action des charges extérieures, si vous calculez le travail des forces extérieures, il sera égal au travail des forces intérieures. Et l'autre puissance maintenant de ces théorèmes, c'est qu'il nous permet de faire cette égalité même dans un champ de déplacement virtuel. Ça veut dire dans un champ qui n'est pas réel. Vous vous imaginez un champ
pourvu qu'il respecte deux grandes conditions. La première condition, c'est que le chant doit être continu en tout point. Et la deuxième condition, le chant doit être cinématiquement admissible. Et qui dit cinématiquement admissible, ça veut dire que c'est un chant qui doit respecter les conditions d'appui. C'est tout ça. Avec ça, vous appliquez le théorème des travaux virtuels. Somme des travaux des forces extérieures égale somme des travaux des forces intérieures. Nous savons que les travaux des forces extérieures, ce sont juste les forces, et éventuellement les moments, qui travaillent dans les déplacements et éventuellement les rotations. Très simplement, comme ça, nous calculons les travaux des forces extérieures. Tandis que pour les travaux des forces intérieures, comme je vous ai dit, quand vous chargez la structure, qu'est-ce que la structure ressent à l'intérieur? C'est les contraintes. Et donc, les travaux de force intérieure, c'est tout simplement les contraintes qui agissent dans les déformations. C'est ainsi que, comme je l'ai bien dit ici, pour trouver les travaux de force intérieure, il faut donc des contraintes travaillant dans les déformations. Il faut effacer ici, pour ceux qui ont le support, il faut effacer travail extérieur. Normalement, c'est pour les travaux de force intérieure, il faut donc les contraintes dans les déformations. Et pour les travaux maintenant des forces extérieures, il faut les forces extérieures travaillant dans les déplacements. Donc, les travaux des forces intérieures, c'est les forces intérieures, c'est les contraintes qui travaillent dans les déformations, tandis que les travaux des forces extérieures, ce sont des forces qui travaillent dans les déplacements. Alors, maintenant, s'il faut appliquer les théorèmes des travaux virtuels, nous devons donc déterminer l'expression des travaux des forces intérieures ainsi que l'expression des travaux des forces extérieures et égaliser les deux pour avoir ce qu'on appelle les équations d'équilibre. Nous avions dit que les travaux des forces intérieures, nous sommes déjà à la fin numéro 6, ce sont les contraintes qui travaillent dans les déformations. C'est comme ça que nous écrivons travaux des forces intérieures, c'est égal intégrale sur le volume de sigma 2 epsilon d2 oméga. Alors ici, nous mettons 2 points pour dire que ce n'est pas la multiplication au sens courant ou au sens classique. C'est une multiplication qui a son sens. Ça veut dire que c'est égal à sigma 1,1 multiplié par epsilon 1,1 plus sigma 2,2 multiplié par epsilon 2,2 plus sigma 3,3 multiplié par epsilon 3,3 plus 2 fois sigma 1,2 epsilon 1,2. Ici, je mets 2 fois parce que c'est en fait sigma 1,2 multiplié par epsilon 1,2 plus sigma 2,1 multiplié par epsilon 2,1. Mais nous avions vu que les champs, des tenseurs des contraintes comme les tenseurs des déformations sont des tenseurs symétriques. Ça veut dire que epsilon 1,2 c'est égal à epsilon 2,1 et sigma 1,2 c'est égal à sigma 2,1. C'est comme ça que pour ce qui concerne les termes non symétriques, nous les prenons 2 fois. Si vous prenez le troisième, l'élément suivant, ça sera 2 fois sigma 1,3 sigma epsilon 1,3 plus en fin de compte 2 fois sigma 2,3 epsilon 2,3. Le tout intégré autour de D de sigma. Alors, nous allons évaluer maintenant ici les termes 1 à 1. Vous voyez intégrale sur le volume de sigma 1 epsilon 1 D de sigma, c'est égal sigma 1 Nous remplaçons l'expression de epsilon 1 par sa valeur. Nous l'avons déjà retrouvé, oui ou non? Oui, epsilon 1, regardez ici, montez un peu. Nous avions retrouvé que epsilon 1, c'est égal à 1 demi, c'est égal à 1 demi grand U1, virgule 1 plus x3 θ 2,1. Donc, nous remplaçons juste epsilon 1 par sa valeur.
Et nous avons l'expression que voici, qui dit que sigma 1,1 epsilon 1,1 d de oméga en intégrale sur oméga, c'est égal intégrale sur oméga de sigma 1 fois grand U1, virgule 1 plus x3 fois θ 2,1 multiplié par d de oméga. On a juste remplacé epsilon 1,1 par sa valeur. Donc, la même logique sur sigma 2,2, epsilon 2,2, nous remplaçons juste epsilon 2,2 par sa valeur. Nous prenons aussi intégrale sur sigma, sur oméga, de sigma 3,3, epsilon 3,3, d de oméga. C'est égal à 0 parce que nous avions démontré que sigma 3,3 est égal à combien? Disons, c'est epsilon 3,3. Nous avions démontré que epsilon 3,3, c'était oméga, virgule 3, qui est la variation de oméga par rapport à x3. Or, tous les paramètres du mouvement sont fonction de x1 et de x2. Donc, oméga, virgule 3, c'est égal à 0. Et donc, nous avons que l'intégrale de sigma 3,3 epsilon 3,3 d de oméga, c'est égal à 0. Nous évaluons l'autre intégrale, intégrale sur oméga de 2 fois sigma 1,2 epsilon 1,2 d de oméga, c'est égal à, nous remplaçons tout simplement epsilon 1,2 par sa valeur. La même chose pour le terme de sigma 1,3 epsilon 1,3 et pour les termes de sigma 2,3 epsilon 2,3. Alors, ici, nous allons maintenant introduire une nouvelle notion, c'est la notion des contraintes généralisées. Une notion très importante. Ici, pour ce qui concerne les contraintes généralisées, nous avons N11, c'est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 1,1 d de x3. Alors, si vous revenez ici au schéma, là où nous avions montré les contraintes, vous y êtes. Là où nous avions dessiné les contraintes, vous y êtes déjà. Vous y êtes. Si nous considérons une facette donnée, sigma 1,1, c'est la contrainte sur la face perpendiculaire à x1, mais dans la direction de x1. Et la contrainte a l'expression d'une force par unité de... La contrainte, c'est une force par unité de... Non, par unité de surface. La contrainte, c'est une force par unité de surface. Alors, ici maintenant, nous rentrons là où nous avions été. C'est une force par unité de surface. Nous voulons maintenant ici calculer non plus la contrainte sous forme d'une force par unité de surface, mais plutôt la contrainte sous forme d'une force par unité de longueur. Et pour avoir la force par unité de longueur, comme ce qu'on a appelé la contrainte généralisée, il suffit tout simplement de prendre la contrainte que nous intégrons sur l'épaisseur. Parce que l'unité de surface, c'était une unité de longueur dans la direction de x1, par exemple, pour ce qui concerne la contrainte sigma 1,1, et l'unité de longueur dans la direction de l'épaisseur. Mais si vous intégrez sur l'épaisseur, ça veut dire que vous ne restez qu'avec une force par unité de longueur. Et ce qu'on va appeler la contrainte généralisée. Et la contrainte généralisée N11, c'est égal intégrale sur l'épaisseur. Quand je mets intégrale sur H, ça veut dire que j'intègre sur l'épaisseur sigma 1,1 fois d de x3. J'intègre sur l'épaisseur la contrainte dans la direction de x1, sur la facette perpendiculaire à x1 dans la direction de x1. J'obtiens N11, c'est ce qu'on va appeler la contrainte généralisée de membrane. Et elle a comme unité, une force par unité de longueur. C'est bon? Alors, donc si je vais déterminer la contrainte normale, par exemple en fonction de N1, ça sera tout simplement N11 divisé par l'épaisseur. N'est-ce pas? Parce que normalement, si vous voulez déterminer la contrainte en fonction de l'effort normal, c'est égal à l'effort normal divisé par la section. Et ici, nous avions vu que les correspondants de la section,
dans les calculs des plaques, c'est tout simplement l'épaisseur. Et donc, ici, nous allons presque nous débarrasser des notions, des contraintes traditionnelles en forme de sigma, et nous allons beaucoup plus maintenant nous intéresser à la notion des contraintes généralisées qui seront des forces par unité de longueur, contrairement aux contraintes traditionnelles qui sont des forces par unité de surface. Et retenez cette formule, N11 c'est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 11D de X3. Alors, si vous prenez N22, c'est la même logique, c'est tout simplement l'intégrale sur l'épaisseur de sigma 22 multiplié par D de X3. Donc, nous intégrons sur l'épaisseur la contrainte. Alors, si vous calculez M12, M pour dire c'est un moment, et vous savez que le moment c'est tout simplement la force par le bras multiplié par le bras de levier, voyez que ça donne sigma 11 multiplié par x3 qui est le bras de levier fois d de x3. Et ça c'est le moment de flexion dans la direction de x1. Si vous calculez M22, c'est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 22 multiplié par x3 fois d de x3. Et le x3, c'est tout simplement le bras de levier. Et ça, M22, c'est ce qu'on va appeler moment de flexion dans la direction de x2. Et lorsque vous allez faire le cours de calcul, disons, des bétons Larmin 1, vous allez vous rendre compte que on vous donne l'expression de mx, x, et my, qu'on note généralement mx et my sous forme des abacs. Ça, vous ne calculez pas. Mais dans le cas de ce cours de calcul des structures 2 ou calcul des plaques et des coques, nous allons calculer ça à partir du chargement extérieur. De telle sorte que, si vous avez déjà fait le cours de calcul des plaques et des coques, et qu'on vous amène dans le cours de béton Larmin 1, vous ne serez plus limité. Parce que dans le cours de béton Larmin 1, on se limite presque seulement au calcul des charges uniformément réparties. Mais quand on a une charge concentrée, on ne sait plus comment faire. Il faut chercher des abacs ici et là, mais avec ce cours, vous pourrez être en mesure de le calculer. Alors, ici, nous avons un tableau qui donne la correspondance entre les variables cinématiques à gauche ou dans la première colonne et les efforts internes généralisés à droite dans la deuxième colonne. Nous avons une déformation qu'on a appelée U, grand U 1,1, ça veut dire une déformation dans le plan du feuillet moyen, déformation membranaire, dans la direction de X1, ça veut dire une déformation comme ça, qui va engendrer un effort normal de membrane N11 qui est égal intégrale de sigma 11 d de X3. Ça veut dire que quand nous avons une déformation dans la direction, sur le plan perpendiculaire à X1 dans la direction de X1, celle-ci va engendrer un effort normal, comme vous le savez. Nous savons que normalement, une translation ou une rotation engendre un effort normal. Non, une translation plutôt sous forme de dilatation ou rétrécissement engendre un effort normal. Alors, si nous prenons maintenant la direction de X2, nous avons la déformation grand U 2,2 qui est plus ou moins la déformation dans le plan du feuillet moyen dans la direction de X2 qui va engendrer un effort normal N22 qui est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 22 fois d de X3. Si nous prenons maintenant la déformation tangentielle de membrane qui se note 1,5 grand U1 2 plus grand U2 1,
ça veut dire c'est la variation d'angle. Donc, s'il y avait possibilité que la structure se déforme de telle sorte que cet angle qui était droit ne reste plus droit, mais qu'il soit un angle, par exemple, aigu ou obtus, la variation de cet angle qui est noté ici 1,5 U1,2 plus U2,1 va engendrer un effort de cisaillement, mais dans le plan du feuillet moyen, qu'on va noter N1,2 qui est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 1,2 de dx3. Alors, si nous considérons maintenant la courbure des flexions suivant l'axe de x1, qui est noté ici θ2, 1, ça veut dire nous sommes dans la direction de x1 et nous considérons tout simplement la courbure, elle va engendrer un moment de flexion, n'est-ce pas? La courbure engendre un moment de flexion dans la direction de x1 et ce moment est évalué par l'expression m11, c'est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 11 fois x3 de dx3. Alors, si nous considérons la courbure des flexions suivant l'axe des x2, que nous avions noté ici, moins θ 1,2, celle-ci va engendrer un moment de flexion, M22, qui est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 22 multiplié par x3 d dx3. Nous avons aussi la courbure des torsions, ça veut dire, si vous considérez par exemple un point qui se retrouve à ce niveau, dans la direction de x1, et que la structure tendre à se tordre, nous avons ici la courbure de torsion qui s'exprime sous la forme 1,5 θ 2,2 moins θ 1,1 qui est la courbure de torsion. Elle va engendrer un moment de torsion M12 qui est égal intégrale sur l'épaisseur de sigma 12 fois x3 d dx3. Alors, à part ça, nous avons ce qu'on appelle les glissements transverses dans la direction de x1. Ça veut dire un effort de cisaillement transverse comme ça dans la direction de x1. La déformation correspondante, c'est 1,5 oméga 1 plus oméga virgule 1 plus θ 2. Il va engendrer un effort tranchant, tan1 égale intégrale sur l'épaisseur de sigma 1,3 fois d dx3. Nous avons les glissements transverses dans la direction de x2, c'est 1,5 oméga virgule 2 moins θ 1, qui est glissement transverse dans la direction de x2. Il va engendrer un effort tranchant, T2 égale intégrale sur l'épaisseur de sigma 2,3 d dx3. Alors, donc, nous pouvons représenter ça sur un élément de coque. Là, nous sommes au verso de cette page. Nous avons ici les efforts généralisés de membrane. Et pour ce qui concerne les efforts généralisés de membrane, nous avons plus ou moins la même logique. Ça veut dire, si vous prenez le plan perpendiculaire à l'axe des x1, plan perpendiculaire à l'axe des x1, dans la direction de x1, vous avez N11, et N11, c'est plutôt une contrainte généralisée. Ça veut dire, c'est une force par unité de longueur. Alors, si vous considérez le plan toujours, la facette toujours perpendiculaire à l'axe x2, si vous considérez la contrainte généralisée dans la direction de x2, vous avez N12 qui est plus ou moins une contrainte généralisée tangentielle. Alors, nous prenons maintenant la facette perpendiculaire à l'axe des x2. Si vous prenez la facette perpendiculaire à l'axe des x2, la contrainte dans la direction des x2 qu'on a appelée N22, et si vous prenez toujours sur la facette perpendiculaire à l'axe des x1, si vous prenez la contrainte dans la direction de x1, c'est ce qu'on va appeler N de 1. Mais toujours en vertu
de la symétrie du tenseur des contraintes, même pour ce qui concerne les contraintes généralisées, nous aurons que N1,2 égale à N2,1. Alors, d'une manière générale, ce qu'il faut noter, c'est que si on calcule NIJ, ça sera tout simplement intégrale sur l'épaisseur de sigma IJ multiplié par D de X3. Ça veut dire que c'est tout simplement la contrainte qui est intégrée le long de l'épaisseur. Et ça sera une force par unité de longueur. Alors, les contraintes ou efforts généralisés de courbure, c'est la même logique. Si vous prenez la facette perpendiculaire à l'axe des X1, nous sommes ici, facette perpendiculaire à l'axe des X1. Alors, si vous considérez la courbure dans la direction des X1, ici j'ai noté le moment M11, si vous considérez ici, si ça c'est l'axe des X1, ça c'est l'axe des X2, la facette perpendiculaire à l'axe des X1 c'est celle-ci. Alors, le moment qui va causer la flexion dans la direction des X1, c'est ce que nous allons appeler le moment M11, tandis que le moment qui cause la torsion sur cette facette perpendiculaire à l'axe des X1, c'est ce que nous avons appelé le moment M12 qui est noté à ce niveau ici. Alors, si je prends la facette perpendiculaire à l'axe des X2, je l'ai ici, ça c'est l'axe des X1, ça c'est l'axe des X2, la facette perpendiculaire à l'axe des X2, c'est celle-ci. Alors, si je prends le moment qui va fléchir la plaque dans la direction des X2, c'est ce que je vais appeler le moment M22, il est ici, ça veut dire c'est la flexion dans la direction des M, dans la direction des X2, tandis que si je considère le moment qui tord la plaque sur la facette perpendiculaire à X, sur la facette perpendiculaire à X2, mais dans la direction des X1, c'est ce que j'ai appelé le moment M21. Et en vertu de la symétrie, M21 est égal à M12. Alors, maintenant, les efforts de distorsion transverse. Je suis ici. Si je considère la facette perpendiculaire à X1, nous sommes là. Facette perpendiculaire à l'axe des X1, nous sommes ici. Nous aurons que le moment de torsion, c'est un moment qui va tendre à tordre la plaque dans la direction perpendiculaire au plan du feuillet moyen. C'est ce que j'ai noté, tin 1,3. Tandis que si nous sommes sur la facette perpendiculaire à l'axe des X2, nous aurons que le moment de distorsion transverse, disons, l'effort de distorsion transverse, ce sera l'effort qui tend à cisailler la plaque dans le plan dans la direction perpendiculaire au plan du